Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous, le Centre français de recherche sur l'Irak, pour recevoir une grande personnalité, le professeur Jean-Paul Channelieu, qui est le fondateur et le président de l'IREMO. L'IREMO, c'est un grand institut d'études et de recherche sur le Moyen-Orient et globalement sur les pays de Méditerranée. Le professeur Jean-Paul Channelieu, il est un jour à Paris, un jour à Beyrouth, un jour à Paris, un jour à Tunis, un jour à Paris, un jour à Suleymania. Il est un peu partout, hein. Donc il connaît très très bien le Moyen-Orient. Et on a la chance parce qu'il connaît très bien aussi la France. Aujourd'hui, il va nous parler de, comme c'est indiqué dans le titre, la démocratie française. Et je sais, un sujet qui vous intéresse énormément, en particulier vous, c'est la Révolution française, n'est-ce pas? Et Jean-Paul Channelieu est très bien placé pour vous parler de cette Révolution française et tout ce qui s'est passé après jusqu'à nos jours. Donc moi, je m'arrête là et je donne la parole au professeur Jean-Paul Channelieu. Merci Adèle. Alors première chose, je suis très heureux d'être là et je vous souhaite évidemment la bienvenue à Paris, en France. C'est un voyage qui peut être, quand on voyage, on apprend toujours plein de choses. Moi, quand je vais en Irak, j'apprends plein de choses. Et je suppose quand vous venez en France, vous apprenez aussi plein de choses. Les contacts sont essentiels. Adèle m'a présenté comme une grande personnalité. C'est pas vrai. Je suis juste un professeur qui fait son travail. Il est modeste. Hein. J'ai oublié de dire, il est modeste. C'est juste un professeur qui fait son travail. Merci quand même, Adèle, pour tout ça. Alors, vous parlez de la démocratie en France, c'est un vaste sujet. D'abord, quand on parle de démocratie, je crois qu'il faut bien distinguer deux dimensions de la démocratie. Il y en a bien d'autres. Mais vous savez, il y a une formule qui est utilisée comme ça, un peu de manière schématique et quelque peu sommaire, c'est de dire la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une définition facile, mais qui est au fond très insuffisante. Je crois qu'il faut retenir au moins deux choses quand on parle de démocratie. Après, je vais en venir à cette introduction. C'est que la démocratie, c'est vrai, c'est le gouvernement du peuple, au sens où la souveraineté, c'est le mot clé évidemment, la souveraineté appartient au peuple. Et donc la gouvernance est entièrement entre les mains du peuple. Mais il y a une deuxième dimension qui est essentielle, c'est que la démocratie, ce sont des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité, et que si ces valeurs ne sont pas là, ou si elles sont remises en question, si elles sont bafouées, même si le peuple a la souveraineté, nous ne sommes pas dans une démocratie. Autrement dit, il y a quelque chose de très fragile dans une démocratie. Et il faut bien comprendre que cette fragilité, elle est toujours là. Aujourd'hui en France, en 2022, je considère que la démocratie est fragile et qu'elle peut sombrer. Et si je devais être un peu dans la contradiction, au sens dialectique du terme, je dirais qu'elle peut sombrer la démocratie par le peuple. C'est-à-dire que le peuple peut parfaitement, par les votes qui sont les siens, mettre en question les valeurs de la démocratie. Et je crois donc qu'il y a une grande contradiction entre la question de la gouvernance par le peuple et la question des valeurs. Un exemple concret, avant d'aller à la Révolution française. Nous allons avoir des élections en Italie dans quelques semaines.
il est possible, d'après les sondages, que l'extrême droite arrive au pouvoir. Oui. L'extrême droite. Et les valeurs de l'extrême droite ne sont pas des valeurs démocratiques. L'Italie a connu le fascisme dans les années 30, dans les années 20, 30, 40. Eh bien, on peut avoir une Italie qui bascule, non pas dans un nouveau fascisme, mais dans un système où les valeurs seraient piétinées, négligées, contournées. Et donc il faut bien faire cette distinction entre le peuple, mais attention, le peuple, il peut aller contre ses propres intérêts. Alors maintenant, revenons à la France. Nous sommes en 1789 et la France a toujours été gouvernée depuis des siècles, par un système que nous appelons la monarchie absolue. Et la légitimité de cette monarchie absolue, elle est fondée sur l'idée que c'est Dieu qui donne au roi cette légitimité, souveraineté divine. Et donc pendant des siècles, il était au sens propre du terme, impossible de penser autre chose. Je ne sais pas si en termes de traduction on va être bien clair, c'était impensable. Et quand on dit impensable, ça voulait dire au sens très élémentaire qu'on ne pouvait pas le concevoir, qu'on ne pouvait pas concevoir autre chose que cette monarchie absolue de droit divin. Vous voyez l'idée? Donc il faut imaginer, si nous étions à Paris aujourd'hui en 1788, nous sommes à Paris en 1788, nous tous. Vous êtes citoyens, vous êtes français et nous sommes en 1788. Vous ne pouvez pas penser en dehors du cadre de la monarchie absolue. Le roi est comme un personnage en dehors du temps, inviolable, intouchable et profondément légitime puisque c'est de la souveraineté divine. Vous voyez l'idée? Et le système de la France de l'époque, c'était une société divisée en trois ordres. Il y avait le clergé, qui occupait une place centrale, pour les raisons que je viens d'évoquer, avec une monarchie divine, la religion est absolument capitale. La noblesse, les aristocrates, et on devient noble parce qu'on est fils de nobles, depuis des siècles. Et puis il y avait ce qu'on appelait, je ne sais pas si la traduction est possible en arabe, c'est le tiers-état. On appelait ça le tiers-état. Donc il y avait le clergé, la noblesse, le tiers-état. Et le tiers-état, c'était l'ensemble de tous ceux qui n'étaient ni nobles, ni membres du clergé. C'était peut-être 85 ou peut-être 90% de la population. Population essentiellement paysanne. Avec évidemment des artisans aussi, quelques ouvriers, surtout au XVIIIe siècle, donc une France rurale. Donc c'est ça la France de l'Ancien Régime. Et 89, c'est une révolution qui est absolument capitale, parce que cet ensemble presque immuable, qui existe depuis des siècles, va basculer. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je disais tout à l'heure que c'était impensable d'imaginer autre chose. Eh bien pourtant ça se fait, ça va se faire au fil du temps. Au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe, c'était toujours impensable, et puis à un moment donné, ça devient pensable. Et la révolution de 89, elle part de ces trois ordres, elle part du tiers-état. Et il y avait un système de gouvernance qui faisait que le roi convoquait de manière consultative les trois ordres dans une seule assemblée qu'on appelait les États généraux. Mais chacun votait pour son ordre, les clergés par rapport au clergé, la noblesse par rapport à la noblesse et le tiers-État par rapport au tiers-État.
Et la révolution a consisté en ce que, en 1989, le tiers-État a dit « Nous ne voulons plus de ces trois ordres, nous voulons que ces États généraux soient une assemblée nationale. » Vous voyez l'idée? On passe d'un système structuré en trois ordres à un système national. C'est une révolution, une assemblée nationale. Et dans les rapports de force à ce moment-là, le roi est obligé d'accepter. Et dans la composition des États généraux, le tiers-État avait autant de représentants que les deux autres ordres réunis, clergé et noblesse. Ce qui fait quelque part que le tiers-État prenait le pouvoir au sein de cette Assemblée nationale. Et puis, il y a eu la prolongation de tout ça, le prolongement de tout ça, pas trop vite, qui a conduit à ce qu'on a fait une nouvelle constitution en 1791. Et notre première constitution, au moment de la Révolution, c'est la constitution de 1791. Et cette constitution n'est pas démocratique. Elle laisse au roi une place importante. Nous sommes toujours dans la monarchie. C'est-à-dire que la Révolution de 89 n'a pas brusquement comme ça fait basculer la monarchie vers la démocratie, pas du tout. En 91, on reste dans un système de monarchie. Monarchie limitée et avec une souveraineté nationale. Autrement dit, le peuple a un rôle à jouer. Et puis très vite, ça va s'accélérer et la monarchie est dissoute en septembre 1792. Donc du coup, là, la République est proclamée, septembre 92. La République est proclamée, ça veut dire que c'est plus un roi, c'est le peuple. Et il y a une nouvelle constitution, il y en aura plein d'autres, qui est rédigée en 1793. Donc vous voyez les dates, 89, on est dans une assemblée nationale, 91, la première constitution, et 93, une autre constitution, puisque celle de 92 a été balayée. Et celle de 93 est une constitution extrêmement démocratique. Le peuple gouverne à tout niveau, avec un système même de démocratie directe. Sauf que cette constitution de 1793 ne sera jamais mise en œuvre. Et à partir de là, et c'est important de le voir, les rapports de force sont très très conflictuels. Il y a une énorme violence pendant ces années-là, énorme violence. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Pour les gens qui ont vécu ça, c'était terrifiant. Terrifiant. Un jour, il y a tel personnage qui semble être au pouvoir, le lendemain, il est mort, parce qu'il est guillotiné. C'est-à-dire c'est une période, pendant des années, de 89 à 95 au moins, c'est une période vraiment d'une très grande instabilité, d'une très grande violence, et d'une grande incertitude, évidemment. Et à partir de 95, il y a un nouveau régime qui n'est pas démocratique, puis un autre qui n'est pas démocratique, puis un système d'empire avec Napoléon qui n'est pas du tout démocratique. Et puis en 1814, puis en 1830, il y a restauration de la monarchie. La monarchie revient simplement deux dates, 1789 jusqu'en 1848. Il n'y a pas eu de démocratie et il n'y a pas eu de république. Enfin si, il y a eu des républiques, mais après il y a eu un consulat, après il y a eu un directoire, après il y a eu l'empire de Napoléon. Donc vous voyez, d'une succession de textes constitutionnels jusqu'en 1848. Alors 1848, c'est la deuxième république. Et celle-là, elle est démocratique. Le président de la République, pour la première fois, arrive, enfin, le président, le statut de président de la République, puisque nous sommes dans une République, il en faut un président, et il est élu au suffrage universel direct. Le peuple gouverne. C'est un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'autre. Et cette seconde république, on pourrait dire, ça y est, suffrage universel, la France a une démocratie. Oui, pendant 4 ans, 1851, coup d'État, et c'est un empire, c'est un nouvel empire, le deuxième, le second empire, et par conséquent, plus de démocratie.
Et ça nous emmène ensuite jusqu'à la fin de ce Deuxième Empire, 1870, et la démocratie et le système parlementaire en France s'installe vraiment en 1875. Donc retenez deux dates simplement, 1789, 1848, et puis en fait 1875. Et en 1875, c'est la Troisième République. Et depuis la Troisième République, nous sommes vraiment dans une démocratie, à ceci près quand même que sous la Troisième République, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc c'était le peuple sans les femmes. Est-ce que c'est possible, le peuple sans les femmes? Non. Les femmes n'ont le droit de vote qu'en 1944. Vous voyez ce long chemin de la démocratie en France. Et cette Troisième République, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans la Cinquième République? Nous on les compte, nos républiques. Parce qu'en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République a été étouffée par un pouvoir fasciste. Et donc la démocratie a disparu. Elle a disparu à nouveau. Et elle a ressurgi en 1944 avec une Quatrième République. Et enfin, cette Quatrième République, elle est écartée, je n'ai pas le temps d'évoquer pourquoi, par une Cinquième République, et nous arrivons à la Cinquième République, qui est la République que nous avons aujourd'hui depuis 1958. Donc si vous reprenez les dates en synthèse, 1789, 1848, c'est un tournant important. Et juste, tenez, une image, enfin pas une image, un exemple, l'esclavage, qui était pratiqué par la France comme beaucoup d'autres pays, il est aboli en 1794. Mais il est rétabli par Napoléon dans nos colonies. Et finalement, l'esclavage, ce qui n'est quand même pas démocratique, on est d'accord, c'est même un scandale, il n'est aboli qu'en 1848. Dans 1848, c'est une date très importante. Suffrage universel, Deuxième République, etc. Une autre révolution dont on parle moins que celle de 89, mais elle est tout de même essentielle dans notre histoire. Donc voilà, on est à la Cinquième. C'est juste pour dire que ce fut un long chemin qui a duré des dizaines d'années avec des retours en arrière. Alors maintenant, sur la situation actuelle, je vous disais 3 points. Alors je vais être plus rapide, enfin je vois que le temps passe si vite que... Alors, aujourd'hui, on est dans une Cinquième République. Qu'est-ce que c'est que notre Cinquième République? C'est donc un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire, c'est-à-dire un système dans lequel le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Nous avons 2 chambres, ici en France, une Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et un Sénat, 2e chambre, qui est élu, on va dire, par les élus locaux, c'est-à-dire au suffrage universel indirect. Un peu moins de 200 000 personnes participent à ce scrutin. Et le Sénat n'a pas le même poids, n'a pas le même rôle que l'Assemblée nationale. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc notre gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et le gouvernement donc, peut être renversé par l'Assemblée nationale. Lorsqu'il pose une question de confiance, il peut être renversé s'il n'a pas la confiance de l'Assemblée. Et il peut être aussi censuré par l'Assemblée si l'Assemblée dépose une motion de censure. Et en contrepartie, dans l'équilibre des pouvoirs qui est fondé sur la séparation des pouvoirs, il faut que l'exécutif puisse dissoudre l'Assemblée nationale. C'est donc un privilège de l'exécutif. S'il y a une crise entre le législatif, l'Assemblée nationale et le gouvernement, eh bien, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc provoquer de nouvelles élections. C'est clair. Ça, c'est un régime parlementaire. Et à l'origine, la Constitution de 1958, c'était un régime parlementaire. Classique. Pas tout à fait classique. Je n'ai pas le temps de développer. Sauf que, il y a eu en 1962 une réforme constitutionnelle fondamentale qui a fait que le président de la République était désormais élu au suffrage universel direct.
c'est-à-dire par tous les Françaises et les Français. Et ça, c'est pas du tout la logique d'un régime parlementaire. Donc on a déséquilibré le régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, et c'est dans la Constitution de 58, il y a une phrase très importante, c'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est clair, c'est le gouvernement, pas le président. Sauf que, à partir du moment où on a un président de la République élu au suffrage universel direct, eh bien, il a une légitimité si forte que c'est lui qui est en charge, finalement, de cet article 20. L'article 20 existe toujours, mais la réalité, c'est que c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et le gouvernement doit suivre. Le gouvernement écoute ce que le président lui dit. C'est un cadre politique que le gouvernement doit suivre. Mais comment expliquer cette non-application de la Constitution? Parce que nos politiques, nos hommes politiques, n'ont pas voulu, en 1962, penser un nouveau système. Le général de Gaulle, c'était lui, a voulu renforcer l'exécutif. C'était déjà le cas dans le texte initial. Mais il a voulu le renforcer encore davantage, l'exécutif, et donc le président de la République, par l'élection au suffrage universel direct. Et donc, cette disposition qui a été acceptée par référendum par les Français, et maintenant les Français et les Françaises y sont très attachés, on a un président élu au suffrage universel direct, et donc il a une légitimité si forte qu'il s'impose à tout le reste, au gouvernement et à l'Assemblée. Mais attendez, on va voir, c'est encore plus compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes politiques, le général de Gaulle, à cette époque-là, en 62, auraient dû aller au bout d'une logique en disant le président de la République est élu au suffrage universel direct, et désormais, c'est lui qui conduit et détermine la politique de la nation. Et on n'a pas touché du tout à d'autres articles de la Constitution. On a simplement changé un point fondamental. Mais ce point fondamental a fait qu'on est dans un régime qui est parlementaire, mais plus tout à fait parlementaire, et vous allez voir qu'il peut redevenir parlementaire dans certaines situations. Autrement dit, c'est un régime parlementaire qui prend aussi quelques dispositions du régime présidentiel. Ce qu'on appelle un régime présidentiel, c'est quand le président est élu au suffrage universel direct. Donc on a un système un peu ambivalent, un peu bancal finalement, un peu bancal. L'élection majeure en France, désormais, c'est l'élection du président de la République. Vous voyez l'idée ? Donc voilà le schéma. Donc on a un système, un régime parlementaire à l'origine, mais qui est en quelque sorte déséquilibré par cette réalité politique fondamentale de la légitimité d'un président élu au suffrage universel direct. D'abord pour 7 ans, jusqu'à une réforme en 2000, pour 5 ans. Ça, c'est le premier point, la Constitution. Je fais vraiment dans les grandes lignes. Puis le deuxième point, c'est le système de partis. Alors ça, c'est fondamental. Pour comprendre le fonctionnement d'un régime politique, évidemment, il faut lire la Constitution, mais aussi, c'est essentiel, voir quels sont les rapports de force politiques. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Votre Constitution, elle est très intéressante, elle est fédéraliste, elle est plein de choses très intéressantes, la Constitution irakienne. Sauf que le système des partis, la réalité politique, les rapports de force n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est inscrit dans la Constitution, qui est, à mon avis, une Constitution très, très intéressante, la Constitution de 2005 irakienne. Fédérale. Nous sommes dans un État unitaire, j'aurais dû le dire, mais bon, pour un Français, c'est presque évident, quoi. Il ne sait pas ce que c'est qu'un régime fédéral. Donc, système de parti, qu'est-ce que ça veut dire? Système de parti politique, alors si vous voulez, après on pourra discuter, je ne vais pas le faire maintenant, mais dans la discussion, on pourra parler de qu'est-ce que c'est qu'un parti politique, c'est intéressant. D'un mot, je dirais qu'un parti politique, c'est indispensable à la démocratie, parce qu'il constitue un programme, il fait une offre politique aux citoyens, et en même temps, et je vais rester juste sur cette contradiction dont on pourra discuter après, je crois qu'un parti politique en démocratie n'est jamais démocratique. Un parti politique en démocratie n'est jamais démocratique. C'est toujours dirigé par un clan qui décide de tout autour d'un chef.
Parti politique, il faudrait vraiment en discuter, vous voyez ça. En France, à mon avis, il n'y a pas de parti politique démocratique. Je donnerai des exemples, si vous voulez, pour développer ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir est confisqué pour faire plus dur encore, je dirais, que le pouvoir politique est le plus souvent confisqué par une aristocratie au sein du parti politique. Le chef et son clan. Donc, si vous voulez, un parti politique, dans une démocratie, est indispensable à la démocratie, alors même que ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Alors ça, c'est un beau sujet de philosophie politique. Une fois qu'on a parlé des partis politiques, il faut parler du système de partis. Alors, de manière très simple, comment ils s'organisent, comment ils sont structurés dans l'espace politique. En France, depuis 1962, avant c'était un peu différent, mais depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, 2022, ça a changé en 2022, donc pendant 60 ans, ça a toujours été un système avec deux pôles. Le système de partis politiques était organisé avec deux pôles. La gauche et la droite. Des alliances de partis, le Parti socialiste avec le Parti communiste, avec le Parti radical. À droite, les gaullistes avec les indépendants, avec le centre-droit, des alliances diverses, avec des noms de partis qui changent, mais vous aviez toujours un bloc gauche, un bloc droit. C'était binaire. Il y avait ensuite en France, pendant très longtemps, une domination du bloc de droite. De 1962 à 1981, le bloc de droite a toujours été au pouvoir. Et donc, le système était que, dans ce système-là de bloc, le président élu au suffrage universel direct pouvait compter sur une majorité politique à l'Assemblée nationale et le gouvernement faisait ce que le président lui ordonnait de faire. Donc nous avions un système parlementaire inversé avec ce système de partis. Dès lors qu'il y avait une majorité à droite, le président de droite était le patron. Les députés votaient comme le demandait le président. Il n'y avait plus de séparation de pouvoir. Il y avait alors je ne sais pas si on peut traduire ce terme, en France on appelait ça les députés godillots. C'est-à-dire, ils obéissent au doigt et à l'œil. Hein. Je suis député, on me dit de voter comme ça, je vote comme ça. Ce qui veut dire que, avec ce système, le Parlement n'avait plus beaucoup d'existence, quoi. Les députés de la majorité votaient comme on leur disait. Le gouvernement obéissait au président de la République. Donc le patron, c'est le président de la République. Donc dans toute la période 1962-1981, avec la droite, c'est ça. La gauche arrive, pareil, même système. La gauche, donc par exemple, Mitterrand arrive au pouvoir, 1981 jusqu'en 1986, eh bien, même système. Le système des partis, donc c'est la droite est dans l'opposition, la gauche est au pouvoir. Mais le fonctionnement du régime est le même. C'est-à-dire que le président de la République s'appuie sur des députés godillots, sur des députés qui font exactement ce qu'on leur demande. Et le gouvernement est le levier d'action du président de la République. Et donc, en fait, comme il était élu jusqu'en 2000, pendant 7 ans, et puis ensuite, depuis 2000, il est élu pour 5 ans, on a le sentiment, attention au terme, que notre démocratie, en réalité, elle est quelque part une monarchie élective. Une monarchie élective. Ça veut dire que le président a tous les pouvoirs, sauf judiciaire, bien entendu, mais il a tous les pouvoirs. C'est pas le roi. Mais enfin, ça y ressemble. Et d'ailleurs, auprès du président de la République, on dit souvent la cour au sens de l'Ancien Régime, c'est-à-dire les gens, monsieur le président, vous êtes le meilleur, vous êtes formidable, monsieur le président de la République, monsieur le président. Et c'est un personnage clé dans le système. Et vous voyez, et ça a continué comme ça. Alors après, il y a eu alternance des majorités, la gauche, la droite, mais toujours dans le même système de partis. Avec ce schéma-là, il est arrivé quelque chose, à plusieurs reprises, la cohabitation. La situation est la suivante. Vous avez en tête les deux blocs, droite et gauche.
C'est ça le système de parti de la France jusqu'à cette année. Ça a changé cette année. Hein. Sauf qu'à certains moments, en 86 par exemple, en 97, enfin à 3 reprises, le président de la République a été d'un bord. Prenons par exemple Mitterrand. Mitterrand est élu président de la République, mais aux élections législatives pour l'Assemblée, c'est la droite qui l'emporte. Donc on se retrouve dans un système où le président est d'un bord, la gauche, et l'Assemblée d'un autre bord, la droite. Mais on a eu aussi l'inverse. Et dans ces situations qui ont duré quelques années, il y a eu 3 cohabitations en France depuis 1981, enfin depuis 1986 pour être précis, et bien là, on revient à une pratique qui est celle de la Constitution. Vous suivez ? C'est-à-dire que le président ne peut plus imposer quoi que ce soit à l'Assemblée, puisque l'Assemblée est de l'autre bord. Dans ces situations, on retrouve la logique du régime parlementaire. Et ce fameux article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, eh bien il fonctionne pendant les périodes de cohabitation. On a une séparation des pouvoirs. Et là, je trouve que c'est plus démocratique. Il n'y a plus un roi électif, il n'y a plus une monarchie élective. Parce que, justement, il y a un équilibre des pouvoirs. Mais tout ça est surdéterminé par le système des partis. Parce qu'il y a 2 blocs. Ajoutons un point encore. Ces cohabitations, aujourd'hui, ne sont sans doute plus possibles, ou en tout cas, il y a moins de chances que ça se produise, parce que, au moment où on est passé d'une élection du président pour une durée de 7 ans, à une durée de 5 ans, c'est-à-dire en l'an 2000, il y a 20 ans, 22 ans, eh bien, on a décidé, et ça à mon avis c'est une erreur gigantesque, on a décidé que les législatives auraient lieu après la présidentielle, dans la foulée de la présidentielle, quelques semaines après la présidentielle. D'ailleurs, concrètement, vous avez élection présidentielle, et ensuite, le président, qu'est-ce qu'il dit aux Françaises? Il dit « Donnez-moi les moyens de gouverner. » Donc, élisez des députés. Alors, il n'ajoute pas les députés Godillot, mais c'est ça. Et donc, les élections qui suivaient la présidentielle ont toujours été avec le même résultat. Et ce qui fait que les Français considéraient que les élections législatives n'avaient plus guère d'importance, puisqu'une fois que le président était désigné, de toute façon, c'était une formalité, il fallait être cohérent, il fallait donner au président élu les moyens de gouverner, et lui donner les moyens de gouverner, c'est faire en sorte qu'on vote pour les députés de son bord. Donc la cohabitation que j'évoquais, elle a peu de chances de se produire. Donc ça a été le système qui a toujours été, de 62 jusqu'à cette année, le système dominant. Par exemple, les élections de 2017, les dernières élections présidentielles de 2017, ont vu surgir un personnage qui se voulait ni de droite ni de gauche, un certain Emmanuel Macron. Et Macron a été élu en 2017 et il a dit « Donnez-moi les moyens de gouverner ». Et aussitôt, on lui a donné les moyens de gouverner. Vous auriez mis un âne comme candidat à député, eh bien en 2017, il était élu, l'âne. Et ça, est-ce que c'est démocratique d'élire un âne? On peut se poser la question. Donc ce système a quelque chose de choquant, parce que c'est vraiment ce que j'appelle la monarchie élective. Le président a tous les pouvoirs. Et comme il a tous les pouvoirs, il pense qu'il en a encore davantage. Ça, c'était le système des partis jusqu'en 2022. Alors, on pourra y revenir. Depuis 2022, c'est-à-dire depuis hier, il n'y a plus 2 pôles. Fini. Il y a un système de partis fondé sur 3 pôles. Une gauche, plutôt radicale, une droite, plutôt extrême, et au milieu, une espèce de centre-gauche-droit, un centre un peu hétéroclite, on va dire, qui est le soutien de Macron. Sauf que, depuis cette année, ce bloc-là,
qui dans les schémas habituels aurait dû être majoritaire à lui tout seul, n'est plus majoritaire, il n'a plus la majorité absolue. Le président n'a plus, avec ce nouveau système de partis politiques, n'a plus une majorité acquise à tous les coups à l'Assemblée. Vous me suivez? Et donc, il faut négocier. Les députés de ce centre hétéroclite, j'appelle ça comme ça, doivent négocier avec les uns et les autres pour arriver à faire voter les textes. Vous comprenez? Et là, dans les prochaines semaines, il faut voter un texte d'une importance capitale, c'est le budget. Donc pour voter le budget, les tractations commencent, puisque le président n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc on a un monarque aujourd'hui qui est un peu... qui n'est plus vraiment un monarque, quoi. Il ne peut plus dire « je décide de tout ». Pas vraiment. Et finalement, le système actuel, comme la cohabitation d'ailleurs que j'évoquais, c'est plus démocratique que notre système qui, en dernière instance, finalement, donne trop de pouvoir au président de la République. Quand je disais monarchie élective, ce n'est pas de la polémique, c'est vraiment une réalité que beaucoup peuvent constater avec un certain nombre d'excès. Ça nous emmènerait vers beaucoup de débats. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et enfin, troisième point, pour terminer, c'est la notion d'état de droit. Alors je reviens au tout début de ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais, une démocratie, c'est un système de gouvernance, mais c'est aussi, et je dirais presque plus fondamentalement, ou aussi fondamentalement, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Liberté, égalité. Ces valeurs, il faut qu'elles soient protégées du risque de voir des lois votées par l'Assemblée nationale qui mettraient en question les valeurs de la démocratie. Il peut y avoir des majorités politiques qui peuvent revenir au nom de je ne sais quelle, enfin si je sais, idéologie, revenir sur des libertés publiques, revenir sur des principes d'égalité. Si un type comme Éric Zemmour, ça m'arrache la figure de parler de lui, si un bonhomme comme Éric Zemmour avait été élu, il aurait été élu et il aurait violé des principes fondamentaux d'égalité, par exemple. Il faut que le système protège les citoyens des lois qui sont votées par les représentants. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un socle de valeurs qui soit au-dessus des lois votées par telle ou telle majorité. Ce qui veut dire que la Constitution qui intègre ces valeurs doit être au-dessus des lois. La suprématie de la Constitution. Et donc il faut un système juridictionnel qui permette d'empêcher ou d'annuler une loi qui serait contraire aux principes fondamentaux qui sont contenus dans les valeurs de liberté et d'égalité, pour faire très bref. Et en France, nous avons une instance qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut dire cette loi, elle est contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été adoptée en août 1789, fait partie du préambule de la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel peut annuler une loi qui serait contraire à la déclaration ou à tel ou tel article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par exemple, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. S'il y a une mise en question de l'égalité, eh bien, le Conseil constitutionnel va pouvoir annuler une loi parce qu'elle est contraire à la déclaration de 1789, on y revient. Et le Conseil constitutionnel peut être saisi de manière très large. Il peut être saisi par les députés, il peut être saisi par les sénateurs, il peut être saisi par le président de la République, il peut être saisi par le président du Sénat comme par le président de l'Assemblée nationale, et il peut être saisi par les citoyens. Voilà. J'en ai terminé avec comme conclusion l'introduction. Ça fait un système démocratique, mais ce système démocratique, d'une manière ou d'une autre, il reste et demeure extrêmement fragile.